Tu n'as pas besoin de t'en mêler, j'ai déjà tout prévu avec ma fille. Il a prononcé cette phrase sans lever les yeux, comme s'il parlait d'un détail sans importance. Pas d'agressivité, pas même de gêne. Juste une évidence tranquille, celle de quelqu'un qui pense agir dans l'ordre naturel des choses. Je suis restée immobile, la main encore posée sur le dossier de la chaise, incapable de comprendre immédiatement ce que je venais d'entendre. Tout prévu, avec sa fille, sans moi. Nous étions le lendemain de Noël. La maison portait encore les traces de la veille, une nappe froissée, quelques verres oubliés, l'odeur sucrée d'un dessert à peine entamé. La fête était passée, mais quelque chose s'était déplacé, comme si le sol avait légèrement cédé sous mes pieds. Comment ça, tout prévu? Ai-je demandé doucement. Il a soupiré comme si ma question était superflue. Pour la suite, pour éviter les complications. À ton âge, c'est plus simple ainsi. À ton âge. Encore, toujours. Sa fille se tenait près de la fenêtre, elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était sûr de lui, presque confortable. Elle savait. Elle avait toujours su. Et je comprenais soudain que je n'étais pas entrée dans une discussion, mais dans une information tardive. C'est pour ton bien, a-t-elle ajouté enfin. D'un ton posé, comme si elle récitait une phrase répétée à l'avance. Cette phrase, je la connaissais. Elle avait accompagné tant de renoncements que j'avais fini par la confondre avec une forme d'attention. Ce matin-là, pourtant, elle sonnait différemment. Elle n'apaisait rien, elle fermait. Je n'ai pas insisté. Pas encore. Je sentais que toute réaction immédiate me placerait dans le rôle qu'ils attendaient. L'émotive, l'angoissée, celle qu'il faut rassurer sans jamais consulter. Alors je me suis tue. J'ai regardé autour de moi cette maison que je croyais être la mienne, ce décor familier qui soudain me semblait étrangement étranger. Plus tard, dans la journée, pendant qu'ils étaient sortis, j'ai ouvert un placard où je n'allais presque jamais. Je ne cherchais rien de précis. J'avais juste besoin de vérifier une intuition. Ce genre d'intuition qui ne crie pas, mais qui insiste. Il y avait là une chemise cartonnée, mon nom écrit dessus, pas de ma main. À l'intérieur, des documents, des copies, des projections, des décisions envisagées. Rien de signé encore, mais tout était prêt. Organisé, anticipé, le vrai plan était là, et je n'en faisais pas partie. Je me suis assise. Lentement. J'ai pris le temps de lire chaque page. Chaque ligne confirmait ce que je n'osais pas encore formuler clairement. Mon mari et sa fille avaient construit un avenir où je devenais une variable à gérer, une présence à encadrer, un risque à contenir. Il n'était pas question de méchanceté ouverte. C'était plus insidieux que cela, une logique froide déguisée en protection. Il parlait de moi comme on parle d'un problème pratique, avec méthode, avec calme, sans jamais imaginer me demander mon avis. Quand ils sont rentrés, je n'ai rien dit. Je les ai écoutés parler d'autre chose, rire, commenter la journée. Leur légèreté m'a frappée. Ils ignoraient que tout venait de basculer. Ce soir-là, allongé dans le noir, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dormi non plus. Je revoyais chaque scène des derniers mois, chaque phrase anodine, chaque décision prise sans moi, justifiée par mon âge, ma fatigue supposée, mon besoin de repos. Tout s'alignait. Je n'étais pas face à un malentendu. J'étais face à un projet. Et ce projet avait été élaboré dans mon dos, avec la certitude tranquille que je finirais par accepter comme toujours, parce que je l'avais toujours fait. C'est là, après Noël, dans ce silence dense où plus rien ne pouvait être ignoré, que j'ai vu clair. Pas brutalement, définitivement. Je n'ai pas cherché à les confronter, pas encore. J'ai compris qu'il me faudrait autre chose que des mots, quelque chose de plus solide, de plus lent, de plus irréversible. Ils croyaient agir pour mon bien, ils ne savaient pas encore que ce bien, j'allais enfin le définir moi-même, sans éclat, sans cri, mais avec une lucidité qui, cette fois, ne me laisserait plus aucune place pour reculer. Avant ce Noël-là, avant cette phrase dite sans détour, j'ai déjà tout prévu avec ma fille. Il y avait une vie que je croyais stable, pas heureuse au sens romanesque, mais construite. Solide, une vie faite d'habitude, de compromis acceptés, et de cette conviction naïve que les années partagées créent, naturellement une loyauté. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà une femme adulte, avec mon histoire, mes renoncements, mes forces aussi. Lui avait sa fille encore jeune et une vie marquée par une séparation difficile. Je ne suis jamais arrivée en conquérante. J'y avançais avec prudence, consciente que je n'étais pas la mère, que je ne le serais jamais. J'ai respecté cette frontière avec soin. Je me souviens avoir souvent pensé que l'amour, dans une famille recomposée, propose sur l'équilibre. Ne pas trop prendre de place, ne pas rivaliser, ne pas imposer. J'ai fait de cette retenue une règle de vie. J'y voyais une preuve de maturité, presque de sagesse.
Au début, mon mari me consultait pour les décisions importantes, pour l'organisation, pour l'avenir. Sa fille écoutait, parfois en silence, parfois avec un sourire poli. Je croyais que ce silence était une forme d'acceptation. Je ne voyais pas qu'il était aussi une observation attentive. Peu à peu, les choses ont changé. Lentement, presque imperceptiblement. Les discussions se faisaient plus courtes. Les décisions arrivaient déjà ficelées. On en a parlé avec ma fille, disait Aïl. Je ne relevais pas. Je me disais que c'était normal. Leur lien était ancien, profond. Je n'avais pas à m'en offusquer. J'ai commencé à entendre cette phrase que je détestais sans oser la nommer. Tu sais, à ton âge, on peut simplifier. Simplifier quoi, la vie ou ma place? Je continuais pourtant à tenir la maison, à gérer le quotidien, à anticiper les besoins. Là, ma présence était utile, indispensable même. Mais dès qu'il s'agissait de projection, de patrimoine, de décisions à long terme, je sentais que je n'étais plus au centre. Pas exclu, déplacé. Je croyais encore que cette évolution était naturelle. Que vieillir, c'était accepter de passer le relais. Je n'avais pas compris que l'on ne m'avait jamais demandé si je voulais le passer. Avec sa fille, j'ai toujours été correcte, respectueuse. J'évitais les conflits, je répondais avec mesure. Je croyais que le temps ferait son œuvre, que la confiance s'installerait. Mais certaines distances ne se comblent pas avec la patience. Elles s'installent confortablement dans le silence de l'autre. Je me souviens d'un dîner où j'avais osé dire « J'aimerais quand même être au courant ». Mon mari avait souri, gêné. « Ne t'inquiète pas, on fait ça pour ton bien ». À l'époque, cette phrase m'avait rassurée. Elle mettait fin à la discussion sans heurts. Elle me permettait de rester tranquille, de ne pas insister. Je ne voyais pas qu'elle servait surtout à fermer la porte. Noël, avant, était mon repère. Tant que j'étais là, autour de la table, je me disais que ma place existait encore. Les traditions me donnaient l'illusion de la continuité. Je ne comprenais pas qu'elles pouvaient devenir un décor, pendant que les décisions réelles se prenaient ailleurs. Quand je regarde aujourd'hui cette vie d'avant, je n'y vois pas une erreur. J'y vois une femme loyale, trop confiante peut-être, mais sincère. J'ai cru que l'amour conjugal suffisait à me protéger. J'ai cru que les années partagées rendaient impensable toute mise à l'écart. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à force de ne pas déranger, on finit par devenir invisible. Et qu'une fois invisible, d'autres commencent à décider à votre place, persuadés de bien faire. Ce Noël-là n'a pas détruit une vie heureuse. Il a mis en lumière une réalité qui existait déjà. Et en revenant sur ce passé, je comprends enfin pourquoi le plan de mon mari et de sa fille a pu se construire si tranquillement, parce que pendant trop longtemps, j'avais cru que me taire était une preuve d'amour. Les premiers signes n'ont pas été des coups, ni des mots tranchants. Ils ont pris la forme de légères mises à l'écart, presque polies, comme si tout se faisait pour ne pas me froisser. C'est précisément ce qui les rendait si efficaces. On n'attaque pas frontalement quelqu'un que l'on veut faire reculer. On lui laisse croire qu'il recule de lui-même. Il y a d'abord eu ces conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce. Pas brusquement, juste un ralentissement, un changement de sujet. Je faisais semblant de ne rien remarquer. J'avais appris depuis longtemps que relever ces détails vous fait passer pour soupçonneuse. Je ne voulais pas être cette femme-là. Puis il y a eu les décisions annoncées après coup. On a déjà vu ça avec mes filles, disait mon mari. Il ajoutait parfois, on t'expliquera plus tard. Plus tard ne venait jamais. Je me retrouvais informée, mais jamais consultée. Comme si ma présence suffisait à valider des choix auxquels je n'avais pas participé. Je souriais, je hochais la tête, je me disais que ce n'était pas grave. Après tout, je n'aimais pas les conflits. Et je croyais encore que l'harmonie valait bien quelques silences. Sa fille, elle, avait une manière très précise de me rappeler ma place. Toujours douce, toujours calme. Tu te fatigues vite maintenant, disait-elle devant d'autres. On va simplifier pour toi. Ces phrases semblaient pleines d'attention. Elles me dépouillaient pourtant, mot après mot, de toute légitimité. Je me suis mise à douter de moi. Était-ce que j'exagérais? Était-ce vraiment une humiliation ou simplement une maladresse? Je me posais ces questions parce que rien n'était jamais assez clair pour justifier une réaction. Et c'est ainsi que l'on s'adapte, en rationalisant ce qui blesse. Un jour, j'ai retrouvé certains de mes papiers déplacés, classés autrement, annotés. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a répondu « C'est plus pratique comme ça. Tu verras ». Je n'ai pas insisté. J'ai senti que toute objection serait perçue comme une résistance inutile. Les repas ont changé eux aussi. On ne me demandait plus ce que j'avais envie de manger. On m'y demandait si ça m'allait. La nuance est minime, mais elle dit tout. Mon désir n'était plus un point de départ. Il devenait une variable d'ajustement. Je me souviens d'un après-midi précis.
J'avais proposé de m'occuper de quelque chose d'important. Sa fille a souri puis a dit « Laisse, on va gérer ». Elle parlait déjà en se levant, comme si la phrase ne nécessitait aucune réponse. Je suis restée assise, les mains sur mes genoux, avec cette sensation étrange d'être devenue superflue. Pas inutile, on avait encore besoin de moi pour certaines choses, mais intouchable, remplaçable. Mon mari ne disait rien, ou plutôt il confirmait par son silence. Quand je tentais d'aborder le sujet, il éludait. Tu te fais des idées, tu sais bien qu'on t'aime. Ces mots n'étaient pas faux. Ils étaient simplement insuffisants. Peu à peu, je me suis adaptée. J'ai posé moins de questions. J'ai proposé moins souvent. J'ai accepté que certaines choses se décident sans moi. On m'a remercié pour ma compréhension. On louait ma sagesse. J'étais félicitée pour mon effacement. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que ces petites humiliations construisaient un terrain où il deviendrait bientôt normal de décider à ma place, où mon absence d'opposition serait interprétée comme un accord tacite. Je pensais préserver la paix. En réalité, je préparais leur assurance. Les humiliations les plus profondes ne sont pas celles qui font pleurer sur le moment. Ce sont celles qui vous apprennent à ne plus réagir, à ne plus revendiquer, à douter de la légitimité de votre propre voix. Et sans m'en rendre compte encore, à force de me taire pour éviter les vagues, je les avais laissées tracer tranquillement le chemin vers ce plan dont je ne découvrirai l'existence qu'après Noël. Il y a toujours un instant précis où l'on cesse de se demander si l'on exagère. Un moment où les doutes s'effondrent sous le poids d'un fait concret. Pour moi, cet instant est arrivé quelques jours après Noël, dans un silence trop parfait pour être innocent. La maison était vide. Mon mari et sa fille étaient sortis, pressés comme souvent ces derniers temps. Je n'avais aucune raison particulière de fouiller. Je cherchais un papier banal, une attestation rangée autrefois dans un tiroir que je connaissais par cœur. Ce tiroir, à là, celui que j'ouvrais sans réfléchir depuis des années, il était vide. Pas vraiment vide, réorganisé, trop soigneusement. Les dossiers avaient disparu, remplacés par d'autres, classés selon une logique qui n'était pas la mienne. J'ai ressenti une crispation immédiate, presque physique. On reconnaît l'intrusion avant de pouvoir la nommer. En cherchant plus loin, j'ai trouvé une chemise cartonnée. Mon nom figurait sur la couverture, écrit d'une écriture que je reconnaissais sans peine, celle de mon mari. À l'intérieur, des copies de documents, des relevés, des projets de démarche. Rien n'était signé, rien n'était définitif. Mais tout était prêt à penser, anticipé. Sans moi, je me suis assise, lentement. J'ai pris le temps de lire chaque page, une à une. Chaque ligne confirmait ce que je redoutais sans l'avoir encore formulé. Ils avaient bâti un plan rationnel, méthodique, enveloppé de mots rassurants. On parlait de simplification, de sécurité, de gestion. On parlait de moi comme d'un élément à organiser. Le plus douloureux n'était pas la nature des décisions, c'était leur évidence tranquille. Rien n'indiquait un débat, une hésitation, une discussion possible. Tout semblait aller de soi, comme si ma place avait déjà été redéfinie depuis longtemps. Quand ils sont rentrés, je n'ai pas crié, je n'ai pas brandi les papiers, je les ai laissés poser leurs affaires, parler de leur matinée. Puis j'ai posé la chemise sur la table. Simplement. Le silence qui a suivi a été révélateur, sa fille s'est figée. Mon mari a détourné le regard. Personne n'a demandé comment j'avais trouvé ces documents. Il savait. Ce n'est pas ce que tu crois. A y commencé. Je l'ai interrompu doucement. Alors explique-moi. Il a soupiré, comme on soupire face à une résistance imprévue. On voulait éviter que tu t'inquiètes. C'est pour ton bien, a ajouté sa fille, presque mécaniquement. Encore cette phrase, toujours la même. Elle tombait comme un couvercle. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Aya, j'ai demandé, ils se sont regardés. Un échange bref, complice. Parce que tu aurais refusé, Aatea, il répondit enfin. Cette réponse m'a frappé plus fort que toutes les autres. Elle disait tout. Ils savaient. Ils avaient anticipé mon désaccord, et ils avaient choisi de passer outre. Je n'ai rien dit, j'ai simplement refermé la chemise. Doucement. Comme on ferme une porte dont on comprend soudain qu'elle ne s'ouvrira plus jamais de la même façon. À cet instant, quelque chose s'est figé en moi. Pas de colère explosive. Une certitude froide. Claire, ils n'avaient pas seulement agi sans moi, ils avaient compté sur mon habitude de me taire pour aller jusqu'au bout. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à apaiser, à comprendre, à sauver. J'ai laissé les pensées s'ordonner. Elles ne se bousculaient pas, elles prenaient leur place. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une maladresse. C'était une stratégie. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, pas par angoisse, par lucidité.
Je repassais chaque scène passée, chaque petite humiliation, chaque on va gérer, chaque c'est plus simple ainsi. Tout formait désormais une ligne continue, nette. Je comprenais, enfin, pourquoi les discussions s'étaient éteintes, pourquoi les décisions arrivaient ficelées, pourquoi mes questions dérangeaient. Le plan n'était pas nouveau. Il était simplement arrivé à maturité. Et dans ce silence nocturne, j'ai accepté une idée qui m'a étonné par sa force. Je n'avais plus rien à négocier. Rien à expliquer, rien à m'en dire. Je n'étais plus face à des proches maladroits. J'étais face à des décideurs. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cherché à être aimé à n'importe quel prix. J'ai cessé d'espérer un revirement spontané. J'ai compris que ce qui venait d'être franchi ne se réparait pas avec des mots. Ce qu'ils avaient préparé sans moi, je n'allais pas le détruire par la colère, je le reprendrais autrement. Avec calme, avec méthode et avec la loi cette fois de mon côté. Les nuits qui ont suivi ont été longues, mais étonnamment claires. Je ne dormais que par fragments, comme si mon esprit refusait désormais l'oubli. Chaque réveil apportait une pensée précise, rangée, presque ordonnée. Il n'y avait plus de panique. Seulement une lucidité qui s'installait calme et persistante. Je repassais les scènes passées sans colère, comme on revoit un film pour en comprendre la mécanique. Je revoyais les sourires rassurants, les phrases répétées, les décisions déjà prises. Tout ce qui m'avait semblé flou devenait lisible. Je comprenais enfin que ce que j'avais pris pour de la sollicitude était une manière douce d'éviter ma parole. Je me suis demandé quand j'avais cessé de poser des limites, pas brutalement, progressivement. À chaque fois que j'avais préféré la paix à la vérité, à chaque fois que j'avais pensé « ce n'est pas le moment », le moment, bien sûr, n'arrive jamais quand on l'attend des autres. Une question s'est imposée simple et dérangeante. Si je n'agis pas maintenant, que restera-t-il de moi dans un an? La réponse ne m'a pas fait peur. Elle m'a réveillée, il ne resterait qu'une version gérée de moi-même, entourée de décisions prises ailleurs, protégée contre mes propres choix. Je n'avais jamais été une femme de conflit, mais je n'étais pas non plus une femme sans colonne vertébrale. Cette distinction m'a frappée. J'avais confondu douceur et abdication. Et cette confusion me avait mené exactement là où il m'avait placé. Je me suis mise à écrire, pas pour me plaindre, pour clarifier, des dates, des faits, des phrases exactes. J'ai noté ce qui avait été dit quand par qui, je voulais sortir du brouillard émotionnel. J'avais compris que, face à des décisions déguisées en bienveillance, la précision est une forme de protection. Je priais parfois, sans demander de miracle. Je demandais de la tenue, de la fermeté intérieure. La force de ne pas revenir en arrière au premier regard triste, à la première tentative de me faire culpabiliser. Je savais que ces tentatives viendraient. Elles viennent toujours quand l'équilibre injuste est menacé. Je me suis aussi surprise à ressentir une forme de tristesse calme, pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce que j'avais cru être, une épouse consultée, une partenaire, une femme dont la parole comptait encore. Cette image se fissurait, et avec elle une part de mon histoire. Mais cette tristesse n'était pas paralysante. Elle était claire. Elle me permettait de dire adieu à une illusion sans me haïr pour y avoir cru. On ne se reproche pas d'avoir fait confiance. On décide simplement de ne plus confondre confiance et ça, abandon de soi. J'ai compris que la confrontation directe serait inutile. Elle me ramènerait dans le rôle de l'émotive, de celle qu'il faut rassurer sans jamais écouter. Je ne voulais plus de cette danse épuisante. Je voulais un terrain où les attentions comptent moins que les faits. C'est là que j'ai commencé à m'informer. Discrètement, sans en parler. J'ai lu, relu, compris des notions que j'avais toujours laissées aux autres. Droits, cadres, possibilités. Je découvrais que beaucoup de choses présentées comme inévitables ne l'étaient pas du tout. Elles reposaient sur une hypothèse fragile. Mon silence. Et ce silence, je pouvais le déplacer. Plus je comprenais, plus je me sentais stable. La peur reculait, non parce que la situation devenait simple, mais parce que je cessais d'être passive. Agir, même lentement, change la nature de la peur. Elle devient un signal, non un mur. Je me répétais chaque matin une phrase qui m'a tenue droite. Tu ne trahis personne en te protégeant. Cette phrase m'a libérée d'une culpabilité ancienne, presque héritée. J'avais le droit d'exister autrement que comme une variable d'ajustement. À la fin de cette période d'introspection, je savais une chose avec certitude, je n'allais pas demander, je n'allais pas expliquer, je n'allais pas négocier mon droit à décider de ma vie. Je n'étais plus dans l'attente d'un changement extérieur, le changement avait déjà eu lieu. Il s'était produit là, dans ces nuits calmes où j'avais cessé d'espérer qu'ils comprennent, et où j'avais commencé à me comprendre moi-même. Quand le matin se levait désormais, je n'étais plus seulement une femme blessée, j'étais une femme déterminée,
Une fois la décision prise, quelque chose s'est stabilisé en moi. Les émotions ont cessé de m'agiter. Elles n'avaient plus besoin de crier pour exister. À leur place, une organisation calme s'est installée. Je n'étais plus dans la réaction mais dans la construction. Je n'ai parlé à personne de ce que je faisais, ni à mon mari, ni à sa fille, ni même à ceux qui auraient pu me soutenir. Le silence n'était plus une habitude subie, il devenait un outil choisi. Je savais désormais que la moindre confidence serait interprétée, déformée, utilisée pour me ramener dans le rôle de la femme inquiète qu'il faut rassurer, jamais écouter. J'ai pris rendez-vous sous un prétexte banal, une formalité, une question administrative, disais-je, rien qui puisse éveiller l'attention. Les démarches légales ont cette force discrète. Elles font partie du quotidien, elles ne crient jamais, elles avancent. Le notaire m'a reçu sans précipitation. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. Je me suis tenu aux faits. Les dates, les documents déplacés, les décisions envisagées sans mon accord. Il a écouté en silence, notant méthodiquement. Il n'a jamais mentionné mon âge. Il n'a jamais parlé de bonnes intentions. Il a parlé de droit. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie excessive ni fragile, simplement légitime. Je suis sortie de ce rendez-vous plus droite. Pas parce que tout était réglé, rien ne l'était encore, mais parce que je savais désormais où je me tenais. Connaître sa position change la manière de marcher dans le monde. Les démarches se sont enchaînées lentement. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. Un geste simple, presque invisible, mais fondamental. Je n'ai rien transféré tout de suite. J'ai attendu. Observer faisait partie du plan. J'avais appris que la précipitation est souvent une forme de peur. J'ai rassemblé mes documents personnels. Les vrais, ceux que l'on oublie quand on fait confiance. Je les ai classés, relus, compris. Chaque papier retrouvait sa place, et avec lui, une part de mon autorité. Ce n'était pas une revanche émotionnelle, c'était une réappropriation. À la maison, je restais parfaitement normale, aimable disponible. Silencieuse quand il le fallait, je continuais à participer au quotidien, à écouter, à répondre sans excès. Personne ne soupçonnait ce qui se mettait en place, parce que rien n'avait changé en apparence. Et c'était précisément ce qui rendait la chose possible. Il m'arrivait de douter, pas de ce que je faisais, mais de ma capacité à tenir cette posture sans me trahir. J'avais toujours été transparente. Apprendre à ne plus tout montrer demandait un effort constant, mais cet effort me rendait plus forte chaque jour. J'ai rédigé un testament. Ce mot m'avait longtemps effrayée, je le voyais comme une fin. Il s'est révélé être un commencement. Mettre noir sur blanc ce que je voulais, décider en pleine conscience, c'était reprendre une voie que on avait commencé à étouffer. Je n'agissais pas par colère, je n'agissais pas pour punir. Je cherchais l'équilibre, celui qui avait été rompu le jour où l'on avait décidé pour moi sans me consulter. Chaque choix était réfléchi. Aucun geste n'était impulsif. Je ne voulais rien laisser au hasard. Parfois j'entendais encore cette phrase, prononcée avec douceur. C'est pour ton bien. Elle ne me faisait plus rien. Elle glissait sur moi. J'avais compris que mon bien ne pouvait plus être défini par ceux qui m'avaient exclu du processus. Je savais que le moment viendrait où il comprendrait, où ce qu'il croyait acquis ne le serait plus. Je n'avais pas besoin de provoquer ce moment. Le temps travaillait pour moi, et le droit aussi. Préparer cette revanche silencieuse n'avait rien de jubilatoire. Ce n'était pas une victoire anticipée, c'était une reconstruction patiente, une manière de redevenir sujet de ma propre vie, sans cri, sans menace, sans justification. Il pensait encore diriger l'avenir, moi je le préparais, et quand le piège se refermerait, ce ne serait pas par brutalité, mais par cohérence. Parce que ce que l'on construit dans le calme est souvent ce qui résiste le mieux au choc de la vérité. La confrontation n'a pas eu lieu comme je l'imaginais autrefois. Il n'y a pas eu de cris, ni de gestes brusques. Aucun éclat. Elle s'est déroulée dans une atmosphère presque banale, ce qui l'a rendue d'autant plus irréversible. C'était un après-midi ordinaire. La lumière entrait doucement dans le salon. Mon mari était assis à la table, sa fille en face de lui. Il m'avait demandé de m'asseoir aussi. Pour parler tranquillement, avait-il dit. Cette phrase-là autrefois m'aurait mise en alerte. Cette fois, elle n'a rien provoqué. J'étais prête. C'est mon mari qui a commencé. On a appris que tu avais pris certaines dispositions sans nous en parler. Il parlait calmement, mais je sentais une tension inhabituelle. Ce n'était pas de l'inquiétude. Était la surprise de celui qui découvre que quelque chose lui échappe. Je n'ai pas répondu. Je les ai regardés simplement. Ce silence les a déstabilisés plus que n'importe quelle protestation. Sa fille a repris. On pensait pourtant avoir tout organisé.
Le mot organisé est resté suspendu dans l'air. Il résumait parfaitement leur logique. Une organisation où je n'étais pas une personne, mais un paramètre. J'ai alors posé une enveloppe sur la table. Pas violemment, lentement, comme on dépose une vérité qu'on ne peut plus reprendre. L'enveloppe était officielle, neutre, sans émotion. Elle parlait à ma place. Ils l'ont regardée sans l'ouvrir tout de suite. Je voyais déjà leur visage changer. Les corps comprennent avant l'esprit. Qu'est-ce que c'est, a demandé mon mari. Ce que vous aviez prévu sans moi, et ce que j'ai décidé seul, et ai-je répondu. Ils ont ouvert les documents. Le silence s'est épaissi à mesure qu'ils lisaient. Je n'avais rien à ajouter. Tout était là clair, précis, légal. Ce qui me concernait ne leur appartenait plus. Tu ne peux pas faire ça, a hâté, a y fini par dire. Je la regardai droit dans les yeux. Si un mot, un seul, et suffisait, sa fille s'est levée brusquement. La colère est montée mêlée de déni. Tu nous mets devant le fait accompli. Cette phrase m'a frappé par son ironie. Elle disait exactement ce qu'ils avaient fait pendant des mois, mais je n'ai pas relevé. Je savais que répondre serait entrer dans leur terrain, celui des reproches et des justifications. Les tentatives ont suivi, plus basses, plus confuses, on peut encore trouver un arrangement. Tu réagis trop fort. On voulait te protéger. Je les ai laissés parler. Chaque phrase confirmait ce que je savais déjà. Ils n'avaient jamais envisagé de me consulter tant que rien ne résistait. Je suis resté calme. Mon calme n'était pas une indifférence, c'était une frontière. Pour la première fois, ils ne pouvaient ni la franchir, ni la contourner. La discussion s'était essoufflée d'elle-même. Il n'y avait plus rien à négocier. Le piège ne s'était pas refermé brutalement. Il s'était refermé lentement, avec la précision de ce qui est préparé, signé, acté. Je me suis levée la première. J'ai fait ce que j'avais à faire et je dis. Ce fut la seule phrase finale. En quittant la pièce, je n'ai pas ressenti de victoire. Pas encore. J'ai ressenti autre chose. Une neutralité profonde, comme si un poids invisible venait de tomber sans bruit. Derrière moi, j'ai entendu leur voix monter, se couper, se reprocher. Ce chaos ne m'appartenait plus. Il leur revenait, entièrement. Ce jour-là, je n'ai pas gagné contre eux. J'ai cessé de perdre contre moi-même. Et dans ce silence nouveau, choisi, tenu, je savais que la suite ne dépendrait plus de leurs explications, ni de leurs regrets tardifs. Le piège s'était refermé. Non pas vengeance, mais par vérité. Après cette confrontation, rien n'a explosé tout de suite. Les choses importantes ne s'effondrent pas toujours avec fracas. Elles se délitent, lentement, comme si chaque certitude, privée soudain de son appui invisible, se fissurait à son propre rythme. La maison est devenue étrange, pas hostile, prudente. Les pas se faisaient plus légers, les phrases plus courtes. On évitait certains sujets, certains regards. Chacun semblait craindre de réveiller ce qui venait d'être mis à nu. Je circulais dans cet espace comme une étrangère familière, présente sans être attendue. Les premiers jours, les reproches ont circulé à voix basse, pas vers moi d'abord. Entre eux, je les percevais dans les silences, dans les portes qui se fermaient trop vite, dans les soupirs retenus. Sa fille reprochait à mon mari de ne pas avoir anticipé. Il lui reprochait de m'avoir brusqué. Chacun cherchait un responsable unique pour éviter de regarder la mécanique entière. Quand on s'adressait à moi, c'était par allusion. Si tu avais dit quelque chose plus tôt, on ne pensait pas que tu irais jusqu'à là. Ces phrases tentaient de déplacer le centre de gravité, de transformer mon acte en excès, ma décision en rupture. Je n'ai pas corrigé. Je savais que toute explication serait aussitôt retournée contre moi. Ce qui s'effondrait n'était pas l'amour proclamé, mais l'organisation tacite, celle où mon silence amortissait les angles, traduisait les non-dits, réparait après coup. Cette fonction-là n'était plus assurée. Et sans elle, les tensions se montraient à nu, sans médiation. Mon mari surtout semblait perdu. Il oscillait entre colère et découragement. Il découvrait que l'équilibre qu'il croyait solide reposait en grande partie sur ma capacité à encaisser sans réagir. Un soir, il m'a dit « Tout est devenu compliqué depuis que tu as décidé ça ». Je l'ai regardé longtemps avant de répondre « Non, c'est devenu visible ». Il n'a rien ajouté. Il comprenait, peut-être pour la première fois, que la complication n'était pas née de mon acte, mais de la fin de mon effacement. Autour de nous, les alliances se faisaient et se défaisaient. Certains prenaient leur distance, comme s'ils craignaient d'être associés à une faute désormais manifeste. D'autres tentaient de recréer un semblant d'unité, mais sans la structure silencieuse qui tenait autrefois l'ensemble. Tout sonnait faux. Je n'étais plus sollicité pour apaiser, plus appelé pour expliquer. Cette absence m'a confirmé une vérité simple. Ce que l'on attendait de moi n'était pas une présence, mais une fonction. Et cette fonction, je l'avais définitivement abandonnée.
Il y a eu des tentatives de retour en arrière, des propositions floues, des on peut encore s'arranger. J'ai refusé d'entrer dans ces discussions, non par hésitation mais parce que je reconnaissais leur objectif. Retrouver l'ancien confort, pas réparer l'injustice. L'éclatement familial n'a pas été une punition, il a été une conséquence. Un système tient parce qu'une seule personne accepte de se taire, il suffit que ce silence change de camp pour que tout se réorganise ou s'effondre. Je me suis surprise à ressentir une paix inattendue. Pas de joie, pas de triomphe. Une paix lucide. Celle qui naît quand on cesse de se croire responsable de ce qui n'a jamais été juste. Je regardais le désordre sans l'absorber. Il ne m'appartenait plus. Je savais aussi que rien ne se reconstruirait comme avant, et c'était très bien ainsi. Reconstruire à l'identique aurait signifié reprendre ma place d'avant. Je ne le voulais plus. Je n'étais pas venue jusqu'ici pour redevenir la colle invisible des fractures des autres. Peu à peu, j'ai commencé à préparer mon retrait. Pas une fuite, un déplacement, vers un espace où ma présence ne serait plus conditionnée par l'utilité, ni ma parole par la tolérance. Je n'en ai pas parlé, les départs les plus durables se préparent dans le calme. Dans ce chaos feutré, j'ai compris une chose essentielle. Je n'étais pas la cause du désordre, j'en étais le révélateur, et cette distinction m'a libéré d'un poids ancien. Pendant qu'il tentait encore de recoller les morceaux d'un arrangement révolu, moi je regardais déjà ailleurs. Dans une vie où je n'aurais pu tenir l'équilibre à bout de bras, ni à payer de ma disparition la paix des autres. Je ne suis pas partie du jour au lendemain, je n'ai pas annoncé de date, ni demandé l'accord de qui que ce soit. J'ai préparé mon départ comme on prépare une traversée, discrètement, avec méthode, sans faire de bruit inutile. Je savais désormais que les gestes silencieux sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Le lieu que j'ai choisi n'avait rien de spectaculaire. Un endroit simple, lumineux, assez éloigné pour ne pas être happé par les habitudes anciennes, assez proche pour ne pas ressembler à une fuite. J'y ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une neutralité bienveillante. Personne ne me connaissait par mon rôle. Je n'étais ni l'épouse d'eux, ni la belle-mère d'eux. J'étais un nom sur une sonnette, et cela suffisait. Les premiers jours, je me suis autorisée à ralentir. Vraiment. J'ai laissé les cartons ouverts plus longtemps que nécessaire. J'ai bu mon café en regardant la lumière changer, sans agenda, sans attente. Personne ne m'appelait pour régler un problème. Personne ne me demandait d'expliquer un silence. Cette absence de sollicitation avait quelque chose de vertigineux. Mon corps a compris avant mon esprit. Je dormais mieux, plus profondément, sans cette vigilance constante qui m'accompagnait depuis des années. Je n'anticipais plus les réactions des autres. Je n'avais plus à mesurer mes mots. Le silence ici n'était pas un vide à combler, il était un espace où je pouvais respirer. C'est une somme de petites évidences tardives. J'ai appris que l'on peut être entouré, et pourtant seul. Que certaines décisions prises pour notre bien ne nous incluent jamais vraiment. Que le silence imposé n'a rien de noble, mais que le silence choisi peut devenir une force. Je repense à ce moment précis où j'ai cessé d'attendre, où j'ai compris que demander encore, expliquer encore, espérer encore, revenait à prolonger un malentendu. Ce jour-là, je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué de porte. J'ai simplement déplacé le centre de gravité de ma vie. Et ce déplacement, discret, a tout changé. Je n'ai pas gagné contre eux, je n'ai pas cherché à les humilier, ni à leur rendre la douleur ressentie. Ce que j'ai gagné, c'est autre chose de plus rare, une cohérence intérieure. La certitude de ne plus me trahir pour maintenir une paix qui ne reposait que sur mon effacement. Parfois, une pointe de mélancolie surgit. Elle ne concerne pas ce que j'ai perdu, mais ce qui aurait pu être autrement. Une relation fondée sur l'écoute réelle, un respect partagé. Cette mélancolie a sa place. Elle me rappelle que toute victoire a un coût, et que choisir la vérité signifie renoncer à certaines illusions. Mais je ne regrette rien, car je sais aujourd'hui que rester aurait été plus destructeur que partir. Que me taire aurait été plus violent que de décider, et que la solitude que je craignais tant n'était rien comparée à l'isolement que je vivais au milieu des autres. Si je parle maintenant, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour laisser une trace, un message simple adressé à celles et ceux qui se reconnaîtront peut-être dans ces lignes. À celles qui se taisent pour ne pas déranger. À celles qui acceptent trop longtemps des décisions prises à leur place. À celles qui pensent qu'il est trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais indécent de poser des limites. Il n'est jamais excessif de vouloir être respecté. Et il n'est jamais inutile de rappeler que le droit, la dignité et la liberté ne disparaissent pas avec l'âge. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne cherche plus à le contrôler. Je sais simplement que je l'aborderai autrement, plus droite, plus consciente,
et surtout sans céder ma place pour préserver le confort des autres. Aujourd'hui, quand je me tais, ce n'est plus par peur. C'est par choix. Et ce choix-là m'appartient entièrement. À celles et ceux qui liront ces mots et qui hésitent encore, je veux dire ceci. Parfois, le plus grand acte de résistance n'est ni un cri, ni une rupture spectaculaire. C'est un silence tenu, lucide, posé au bon endroit. Le silence peut aussi être une forme de justice.